Merci d'avoir fait le sacrifice matinal et d'être en notre compagnie. Alors, comme d'accoutumé, nous, on se fait un bon petit déjeuner tous les matins avant d'attaquer le thème de ce jour. Je vous propose pour aujourd'hui une crêpe ou des crêpes à la banane. Et oui, c'est possible d'ajouter des fruits aux crêpes que nous faisons d'habitude pour le petit déjeuner et pour la perte de poids, surtout pour ceux-là qui veulent perdre du poids. Voici un bon petit déjeuner. Alors, chauffez une petite quantité d'huile d'olive dans une poêle anti-adhésive à feu doux pour cuire les crêpes que vous allez verser en petite quantité. Alors, l'avantage de ces crêpes, c'est que vous allez y ajouter des bananes que vous aurez au préalable pétries à la main ou encore dans une moulinex. Vous ajoutez aussi des cacahuètes. Voilà, vous ajoutez des cacahuètes à ces bananes que vous allez pétrir avant d'ajouter même à la consistance de la crêpe. Vous savez tous comment se fait cette pâte de crème. L'ajout ici, ce sera la banane, les cacahuètes ou encore du yaourt si vous allez les servir donc à nos tout petits. Notez que les bananes sont une bonne source de potassium, de vitamine B6 et de vitamine C et aident à maintenir la santé cardiaque. Ils nous fournissent également un regain d'énergie rapide. Cela permet donc de ne plus avoir faim jusqu'à un certain moment dans la journée. Et vous utilisez les cacahuètes qui sont également riches en protéines et en probiotiques. Le yaourt qui facilitera aussi la digestion. Voilà donc de quoi sera composée votre crêpe en plus des œufs et de la farine. Vous battez le tout que vous versez en petite quantité surtout dans la poêle. Vous tournez les deux côtés. On sait déjà comment faire les crêpes à feu doux jusqu'à ce que les crêpes soient prises et dorées en environ 3-4 minutes maximum. Vous devez manger cela chaud et déguster avec un bon thé chaud. Voilà, pour ceux qui voudraient perdre du poids. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas perdre du poids, qui veulent plutôt garder la forme, vous pouvez ajouter tous les éléments que vous voulez. Voilà pour la crêpe rapide de ce jour que je voulais vous proposer en petit déjeuner. J'espère que vous avez apprécié. On va se faire une pause. Elle est très courte et on se retrouve pour le thème de ce jour. À tout de suite. Chronique, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Djuna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'onde positive. Le sujet est de retour ce matin dans la balade matinale, les patrons toxiques. On en a parlé la semaine dernière, comment les reconnaître, les caractéristiques et comment se défiler devant ces patrons toxiques. On en reparle aujourd'hui, mais c'est pour savoir si les patrons doivent être autoritaires ou laxistes. Pour en parler, Farida Ouroadoui, qui n'est plus à présenter sur la balade matinale, est avec nous. Alors Farida, tu es dans la peau de patronne ou de l'employé ce matin? Patronne. De la peau de patronne. Êtes-vous dans la peau de patronne ou dans la peau de l'employé? Les deux, c'est pas mieux. Non, je veux avoir un débat équilibré en fait. Tu dois choisir. Je prends l'employé. Pourquoi prend la patronne? D'accord, voilà, j'ai les deux rôles. Un patron toxique, c'est celui-là qui est convaincu que les besoins personnels des travailleurs n'ont rien à voir avec leur productivité parce qu'il voit tout en noir ou en blanc. Pour lui, c'est toujours carré. Il suppose qu'un problème personnel dans la vie n'a rien à voir, que ça ne doit pas être une excuse pour ne pas faire le travail qui doit être fait. Voilà un peu ce que nous avions dit la semaine dernière. Maintenant, aujourd'hui, l'autorité entre patron et employé, comment est-ce que cela va s'exercer? On va s'employer à trouver une solution d'ici la fin de l'émission. Alors, je me tourne en premier vers la patronne. Est-ce que la patronne doit être autoritaire envers ses employés, Edwige? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre parce que quand vous êtes manager, vous ne devez pas être trop autoritaire, vous ne devez pas être également laxiste, vous devez joindre les deux pour pouvoir être un bon leader parce que il vous revient à vous en tant que patron ou dirigeant
de conduire toute une équipe et gérer l'être humain, ce n'est pas du tout facile. Imaginez qu'on vous met à la tête d'une équipe de 10. On dit une personne, ce n'est pas facile à gérer, mais on vous met à la tête de 10 personnes. C'est encore plus compliqué, complexe pour vous en tant que manager. Donc, parce qu'il faut gérer les humeurs, les comportements, les agissements, c'est-à-dire de chaque employé. Et donc, il faut mettre tout ça ensemble pour pouvoir d'abord, il faut gérer soi-même sa propre personnalité avant de gérer la personnalité des employés qu'on gère, qu'on a sous sa personne. Maintenant, un patron, selon moi, doit être on va dire, au juste milieu, c'est-à-dire ne pas être trop autoritaire, mais il doit incarner l'autorité. C'est-à-dire qu'il doit avoir de l'autorité, il doit être autoritaire, mais pas trop autoritaire. Il ne doit pas être laxiste, parce que si tu es laxiste, tu amènes l'entreprise vers la faillite. Alors, on sait que dans le système éducatif en Afrique en général, on va dire, c'est l'autorité qui prime, et donc nous dirons aussi que les Africains sont habitués à avoir une autorité devant. Est-ce que ce n'est pas cette éducation de base qui renvoie finalement cet autoritarisme, voilà, j'y suis parvenue, à la tête, ou encore pour ceux-là qui sont les hauts dirigeants dans les entreprises? Oui, en fait, on se dit souvent, c'est ce qu'on se dit, qu'en Afrique, lorsqu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de respect. Merci. On ne vous respecte pas. Et donc, si vous incarnez un leader, vous êtes un patron, vous êtes un dirigeant d'entreprise ou bien d'une institution ou même d'une organisation, si vous n'incarnez pas cette autorité-là, on va vous marcher dessus. Les employés vont penser que non, c'est parce que on est ensemble, alors que ce n'est pas le cas. Un patron n'est pas un lion. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit le patron ne doit pas être trop autoritaire. Le patron n'est pas un lion. Le patron aussi, quand tu es à la tête d'une organisation, ce que tu apprends aussi de tes employés. Et quand tu arrives, il faudrait pas que quand tu arrives en même temps, tes employés se mettent dans leur coin. C'est-à-dire, c'est le stress qui commence jusqu'à la fin de la journée. Ça, on n'en a pas besoin. Mais c'est l'éducation qu'on nous a donnée. Parce qu'on se dit, quand tu as en face de toi ton patron, c'est que c'est ton patron. Quel que soit ce que la personne dit, tu es dedans. Et puis, l'autre chose, c'est quoi? Si vous ne gérez pas d'une main forte votre équipe, on se rend compte en Afrique que tout va dans tous les sens, en fait. Par exemple, on se dit, bon, lui, il est trop gentil. Même si on vous dit, il faut fabriquer peut-être 10 cartons de vos produits. Je vais fabriquer 6 parce que le patron s'il voit, il va dire, tu as au moins fait plus de la moitié, donc ça passe. Donc, à un moment donné, on se dit, l'Africain préfère qu'on ait le bâton dans la main pour pouvoir l'éduquer. Alors qu'on n'a pas besoin de ce bâton-là. Il y a des règles qui sont établies dans une entreprise, il faut juste les respecter. Pour qu'on ne parle pas de la même chose quand on prend le cas de l'Occident. L'Occident, c'est qu'il y a aujourd'hui, c'est développé, vous arrivez, vous pointez. Vous pointez, vous savez que vous avez tel nombre d'heures à faire. Vous ne finissez pas le nombre d'heures, vous partez, c'est que à la fin du mois, on vous défalque les heures que vous n'avez pas réalisées. Exactement. Voilà. Et comme on dit, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix, même si ce patron est quand même assez ami, gentil avec vous. Vous devez connaître votre place, n'est-ce pas, Farida? Normalement, en tant qu'employé, le patron n'est pas ton égal. Bon, c'est ce que moi je peux dire. Le patron n'est pas ton égal, il faut savoir le respecter. C'est vrai aussi que le patron doit être autoritaire, certains le disent, mais pas dans tous les cas, comme vient de le dire Edwige. Pas dans tous les cas. Si l'on veut que le travail puisse évoluer, si l'on veut que l'entreprise puisse réaliser des profits ou continuer par vivre, il faut qu'il y ait cette manière de faire l'entente et puis que chacun reconnaisse sa place, ne pas être trop, toi le patron, ne pas être trop autoritaire. Et puis l'employé aussi doit savoir qu'il est là pour un travail donné, qu'on n'a pas besoin de le forcer à le faire. Il devait normalement, c'est-à-dire faire ce qu'on lui demande de faire, quoi. Ah, mais ça, c'est pas donné d'avoir ce genre d'employé qui soit vraiment conscient de la tâche qui lui est due. Sous d'autres cieux, si vous avez 6 heures à faire et qu'après 4 heures vous êtes fatigué, que le patron n'est pas là, bon, chacun va se garer quelque part pour se reposer. Mais à quel moment est-ce que l'autoritarisme doit intervenir? À quel moment est-ce que le patron doit se dire, ah, mais là, il faut quand même que les choses bougent un tout petit peu. À quel moment? Bon, lorsqu'il y a, comment dire, par exemple, si c'est une entreprise de fabrication de produits, lorsqu'il y a une commande, par exemple, c'est qu'il ne faut pas se laisser faire, quoi. On ne peut pas dire,
je ne sais pas, je suis souffrant, je suis fatigué, alors qu'on doit livrer des produits à un certain délai. Donc, il va falloir que l'on soit un peu plus rigoureux à cet instant, pour que les employés puissent faire ce qu'on leur demande comme travail. Mais toi, en tant qu'employé, c'est ce que je viens de dire, en tant qu'employé, tu es là tu es payé pour un travail donné, quoi. Il faut pas qu'on t'oblige maintenant à faire le travail. Toi-même, tu es censé. C'est vrai que parfois, on a des soucis. Il y a la maladie qui intervient. Il y a la famille aussi, certains problèmes. Il faut que le patron aussi puisse nous comprendre lorsqu'on dit que ça ne va pas et nous écouter afin de trouver une solution. Il ne faut pas chaque fois qu'ils disent, même si tu es souffrant, il faut le faire. Non. Normalement, ce n'est pas ça. Je pense que c'est pas toujours évident d'être et dans la peau du manager et dans la peau du patron comme il le faut. Hein. Ça fait deux rôles un tout petit peu contraires parce que le patron, il a besoin de résultats. Le manager, il manage un tout petit peu l'équipe. Il sait comment manager l'équipe, il sait comment gérer son équipe. Ça, c'est la meilleure des choses à faire selon moi. C'est comment les amener à atteindre l'objectif que lui veut. Il n'a pas besoin d'utiliser la force, l'autorité, d'être toujours sur la défensive, comme moi j'aime le dire. Chaque fois tu es là, la mine serrée, c'est toi qui donnes les ordres. C'est vrai que tu es le patron, mais il faut savoir aussi parler à tes employés, quoi. Alors, Edwige, entre le manager et le patron, est-ce que c'est deux rôles ou ça peut se joindre aussi en un point? Je pense qu'aujourd'hui, on va vers le management, on va vers des patrons managers parce que on s'est rendu compte, au vu de ce que Farida vient de dire tout à l'heure, que les dirigeants incarnaient un rôle. Et souvent, on oublie le bien-être des employés et tout. Parce que quand vous êtes, c'est-à-dire dans la peau de patron, pour vous, oui, c'est que le résultat vienne. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre en compte l'évolution de l'employé. Est-ce que cet employé-là, elle est arrivée, ça fait combien de temps? Est-ce qu'elle a évolué durant cette période? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que elle n'arrive pas à dépasser cette étape-là? Et ça, c'est un manager. Maintenant, avant, il n'y en avait pas. Le patron, lui, est là. On sait que tu es nommé, tu es secrétaire. On sait quel rôle tu joues. Ça s'arrête là. Et, ou bien tu es agent de production, on sait quel rôle tu joues. Si ça ne se fait pas, le patron, il arrive avec son bâton, avec ses mots, ou bien avec des décisions en même temps. Mais aujourd'hui, on amène les premiers dirigeants des institutions à aller vers le management. Parce que le management est beaucoup plus ouvert. Et le management même permet à ce que votre entreprise grandisse beaucoup plus vite. Parce que dans le management, certes, vous êtes le patron, ils savent que vous êtes le manager, cette structure vous appartient, ou bien vous avez été nommé en tant que directrice ou bien directeur de la structure, puisqu'il y a des gens qui créent des structures, mais qui ne gèrent pas, mais qui nomment des directeurs, mais ils savent que vous êtes le responsable. Mais il y a des choses qui sont des dispositions qui sont mises en place pour pouvoir travailler ensemble. Le manager, c'est celui qui sait évaluer ses employés à tout moment. À un moment donné, il y a même des programmes qu'on met en place chaque semaine pour pouvoir amener les employés à s'exprimer. Et on sait ce qui se passe, on essaie de recenser la frustration et tout. Et c'est en ce moment-là également que le patron dit, mais toi, j'ai constaté qu'à tel moment, vous étiez comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le résultat est négatif. Qu'est-ce qui se passe? Et là, l'employé dira, c'est vrai que mon résultat est négatif par rapport à ça et ça. Parfois, il y a la vie privée qui rentre en jeu. Souvent, quand vous arrivez à parler avec vos employés dans ce sens, vous arrivez à ramener la personne dans le travail qu'elle fait. Maintenant, il y a l'évaluation. Maintenant, il y a aussi le suivi, quoi. Le suivi de tout ce que vous avez mis des dispositions en place. On sait qu'il y a la balade matinale qui doit se faire. Aujourd'hui, est-ce que la balade matinale a encore cette audience-là? Ça, c'est le suivi. Le suivi, c'est les chiffres. Et mais, s'il n'y en a pas, ben, il faut trouver en même temps la solution. Voilà pourquoi on dit, on a même aujourd'hui les patrons à aller vers à être plus de managers. Parce que le manager, il est en même temps employé. C'est-à-dire que il sait ce que tu fais et il le fait. Donc, si ça ne se passe pas bien, il te dit en même temps, normalement, c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça. Et vous voyez que ça évolue. Alors qu'avant, lui, le patron, lui, vient, il est dans son bureau. Est-ce que vous avez fini ceci? Il ne vient même pas à la production si vous êtes dans une production. Il ne vient même pas. Lui, pour lui, c'est que tout marche. À la fin de la journée, on lui dise, voilà la situation et puis il part. Mais aujourd'hui, c'est que le manager est là du début jusqu'à la fin. Et je pense qu'il faudrait en Afrique qu'on aille
vers ce système-là. Je pense que le rôle du tyran, le rôle du patron qui est là à taper du poing sur la table et qui manque d'intégrité, c'est en train de disparaître. Ça évolue, ça évolue, voilà. Et donc, il va falloir trouver un juste équilibre entre ce laïcisme dont nous parlons et l'autoritarisme, parce que arrivé à un moment, il faut quand même que l'entreprise fasse des résultats pour pouvoir payer ses employés. Quand est-ce qu'il faudra arriver à trouver ce juste milieu, cet équilibre-là, pour parfaire les choses dans l'entreprise? Il faut que l'employeur lui-même soit un expert dans le moyen. Il faut qu'il aille à cette école. S'il n'a pas encore cette expérience, il faut qu'il demande des conseils. Parce qu'il y en a des cabinets qui sont là, qui peuvent l'aider, le soutenir dans ce genre d'action. Il faut qu'il arrive maintenant à se former lui-même pour savoir comment gérer son équipe. Sinon, à un moment donné, il trouvera son entreprise qui va à la dérive. Il faut aussi avouer qu'il y a des employés, voilà, qui ont des talents cachés. Avec cet autoritarisme-là, il y en a qui vont quand même cacher tout ce dont ils sont capables, parce que tout le temps, vous lui criez dessus. Et il n'est plus aussi compétent. Exactement, parce que lorsque c'est comme avec les enfants aussi à l'école. Parce que vous êtes là à taper l'enfant. Il y a parfois certains qui se renferment en eux. On pose une question, il a la réponse, il peut pas parler. Il veut pas parler, en réalité, parce qu'il a peur de parler. Parce que toi, l'employeur, tu arrives et chaque fois, c'est toi, tu es là. Bon, s'il y a un souci, par exemple, dans un domaine que moi, je maîtrise peut-être, mais je suis pas là pour ce genre de travail. Je préfère me taire parce que lui, chaque fois, il ne fait casser, il ne fait que déranger. Est-ce que c'est la peine que je lui vienne en aide? Maintenant, c'est toi l'employeur qui doit savoir comment gérer ton équipe pour éviter ce genre de situation, quoi. Tu peux demander qui peut venir en aide, qui sait le faire. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ne pas chaque fois être là et donner des ordres. S'il y a un souci, appeler toute l'équipe. On fait comment? Il y a tel genre de problème. À quoi vous pensez concrètement qu'on peut faire? Où est-ce que le problème se situe? Comme elle vient de le dire, il faut qu'il y ait régulièrement des réunions, qu'on sache selon ce que tu as prévu faire. Est-ce que tu es arrivé à le faire? C'est quoi le souci concrètement avec ton travail? Est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'on peut t'aider? Il faut qu'il y ait aussi ce genre d'entente. Il y a aussi dans ces entreprises où on dit vous devez pouvoir travailler sous pression, ou encore avant qu'on ne vous emploie. Il y a ces termes-là qui disent travailler sous pression, ou encore être disponible H24. Et quand l'employé vient, il se dit c'est déjà dans le contrat, donc je dois respecter, sinon je vais me faire envoyer. Oui, en fait, on a eu à le dire pourquoi ces genres de descriptions sont notifiées dans les offres et tout. C'est par rapport à un constat. Parce qu'on dit l'être humain, il est imprévisible. Si vous ne mettez pas en place des dispositions, vous serez surpris. On peut dire il faut être là à 8 heures, mais l'employé va arriver à 9 heures. Et quand vous lui posez la question, il vous dira, lui, il est déjà là. Donc, c'est ce pourquoi on dit, il y a des dispositions qui sont mises en place. Mais moi, je dis, oui, le patron doit se faire former il doit aller à l'école du management de son entreprise. L'employé également doit se former, doit beaucoup lire pour savoir son rôle, en fait, dans une organisation. C'est pas seulement parce que vous êtes là en tant que, ceux qui sont agent de sécurité, celui que vous rencontrez premièrement dès que vous arrivez dans une entreprise, il ne va pas se dire je suis là seulement pour vous dire bonne arrivée ou bien aider à aller vers le parking pour pouvoir garer et revenir. Non, il n'est pas là seulement pour ça. Il doit savoir que oui, c'est mon rôle, assurer la sécurité peut-être des engins qui sont là et de la structure, mais au-delà de ça, quand le premier client qui arrive me voit, je suis la première personne. La première image. La première personne que le client voit. Et donc, c'est moi qui dois incarner l'image de l'entreprise. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut que chaque employé également aille à l'école de la gestion aussi d'une entreprise. Parce que tu peux être secrétaire et demain devenir directeur. Ah oui, moi je connais un agent de sécurité, comme tu le dis, dans une banque de la place, qui finalement a eu un poste dans cette banque-là. Voilà, c'est-à-dire à cause de l'accueil qu'il réservait à la clientèle. Voilà, parce qu'on dit banque, ce n'est pas seulement ceux qui ont été à l'école de la comptabilité et tout.
tu peux faire autre chose dans une banque, institution bancaire. Maintenant, tu peux être secrétaire et devenir directrice demain. Vous voyez, donc c'est ou bien directeur demain. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas responsable, premier responsable, que vous allez vous dire, je fais juste ce qu'on me dit. Parce que c'est aussi par rapport à votre évolution que les promotions aussi viennent. Parce qu'on se dit, mais cette personne, quand on lui dit, va à la production, fais ceci, elle le fait. Mais pourquoi ne pas être responsable de production? Mais son diplôme, c'est le secrétariat, c'est l'assistanat. Mais aujourd'hui, vous devenez peut-être une chargée de production. Donc, je dis, nous tous, on doit aller à l'école du management d'une entreprise. Parce que si on n'y va pas, ce qu'on est en train de voir dans les entreprises vont continuer. L'autre chose, c'est quoi? L'employé se dit, moi, je sais que j'ai un contrat, à la fin du mois, j'ai ce qu'on doit me payer. Oui, c'est ça le souci. C'est ça le problème. Le problème que les employeurs ont, c'est ça. L'employeur se dit, j'ai déjà un contrat. Quelle que soit la situation, moi, je serai payé. Je serai payé. Mais à un moment donné, si l'entreprise ferme ou n'arrive pas à vous payer à temps, vous allez faire quoi? Ça veut dire que vous allez souffrir. Ça va vous impacter négativement. Mais l'entreprise va fermer. Vous allez trouver ailleurs. Vous allez répéter la même chose, c'est-à-dire le laxisme, comment on dit, le désintérêt dans ce que vous faites. La seconde structure va fermer. Ça devient quoi? À un moment donné, vous-même, dans le processus dans votre évolution de carrière, il y a des arrêts. Ça veut dire que ça ne vous aide pas non plus. Donc, ça veut dire que vous devez vous remettre en question. C'est pourquoi on dit quand vous êtes employé dans une structure, il faut tout faire pour que la structure fonctionne. Parce que quand la structure fonctionne, vous également, vous évoluez. Maintenant, pour les patrons, aujourd'hui, on ne peut pas aller trop vers l'autorité. L'autorité est vraiment importante. C'est-à-dire, il faut être autoritaire, mais il ne faut pas être trop autoritaire. Quand vous êtes trop autoritaire, vos employés ont peur de vous. Vos employés se limitent à ce qu'on leur demande de faire. Maintenant, ne pas être trop laxiste également. Donc, il faut être au milieu, quoi. Vous êtes autoritaire, mais vous êtes également strict. C'est-à-dire que vous êtes gentil. Donc, quand aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'il y a eu un souci et que le patron réagit, on dit, mais oui, ce que le patron dit là, il a raison. On a gaffé. Vous voyez, parce que on sait que habituellement, on sait comment vous gérez. Mais si tout le temps, vous réagissez avec autorité et tout ça, là, à un moment donné, ils vont se dire, il réagit comme ça, donc continuons. Et l'entreprise coule, quoi. Entre la laxicité et le toxicisme, le chemin est très court. Ce qui est remarqué également, Farida, c'est que il y a de ces employeurs ou de ces patrons qui se sentent dans l'obligation, on va dire, qui se sentent dans un droit de donner des conseils ou encore de pouvoir s'inviter dans la vie personnelle ou dans la vie familiale de leur employeur et parfois qui se donnent le droit ou encore le vilain plaisir de donner des conseils à ces gens-là qui parfois n'entrent pas dans de bonnes oreilles, qui sont perçus parfois comme, je ne sais pas, des insultes ou encore comme si on est en train de juger sur sa vie familiale ou sur sa vie privée. Comment est-ce que on doit faire, créer une barrière entre la vie professionnelle, entre son patron et soi, et la vie familiale? Ça, c'est clair, non? Et lorsqu'on est au boulot, c'est qu'on vient faire un oui, mais il y a quand même de ces patrons qui se croient tout permis, hein. Bon, normalement, tu es mon patron. Tout ce qui concerne ma vie privée, ça, ce n'est pas ton problème. Et il faut aussi que l'employé, en arrivant au service, ne vienne pas exposer sa vie privée. Le patron, lui, il a appris ça. Ou si tu viens raconter à longueur de journée tout ce qui se passe à la maison. La plupart, on voit ça avec nous, les femmes, certaines femmes qui viennent faire des commérages. Et tu te rends compte que lorsque tu en parles à une amie ou un collègue du service, à un moment donné, c'est tout le service qui est au courant. Qu'est-ce qui te coûte lorsque tu arrives au service de laisser ta vie privée de côté et de venir faire le travail qu'on te demande en réalité de faire? Maintenant, tu as le patron qui a l'information. Est-ce que tu as besoin d'aller vers là, de mentionner cette fille? Vous n'êtes pas là en réalité pour ça. La vie privée, c'est aussi une vie privée. Si vous êtes amis,
Donc, si tu es ami avec ton employé, est-ce que c'est conseil? Je ne sais pas. Voilà, quand on parle d'amitié, peut-être qu'en dehors des heures de travail, normalement, vous êtes amenés à vous côtoyer, à prendre un pot ensemble et tout. Et donc, on se raconte. Si vous racontez des histoires, vous parlez de vos vies personnelles, vie privée après le service, ça reste dehors, à l'extérieur du service. Mais lorsque vous êtes au service, tout ce que l'autre a dit, tout ce que je me dis hier nuit, par rapport à sa vie, lorsqu'on vient au service, ça n'a rien à voir avec le service. Voilà. Ouais. En fait, là où je trouvais, on ne met pas la différence, c'est que votre patron peut être votre ami. Mais il faut se dire que même il y a des couples même, la femme est dirigeante, le monsieur n'est pas dirigeant, mais ils sont dans la même entreprise. Maintenant, on a dormi ensemble, mais le matin on arrive, vous n'avez pas fait votre job, je vous ramène. Je vous remets à votre place. Et on rentre ensemble. On va rentrer ensemble. Même si vous disputez à la maison avant d'arriver, vous êtes là pour le boulot. C'est ça. C'est de la même manière, on gère également les amitiés. Ce n'est pas parce que vous êtes amis avec le patron ou la patronne que parce que peut-être vous êtes sortis le soir pour manger et que le matin, elle arrive à l'heure prévue, elle se rend compte que l'ami n'est pas encore au boulot et on vous dit, mais pourquoi vous êtes en retard? Vous dites, mais tu dois comprendre quoi? Parce qu'on a passé la nuit ensemble, parce qu'on a passé la soirée ensemble. C'est pas possible. J'ai pas pu arriver à temps. On ne comprend rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de compréhension. Ou bien, par exemple, vous avez un souci et vous connaissez le processus pour dire je ne pourrai pas arriver. Mais vous ne respectez pas parce que c'est juste une amie ou un ami. Vous ne dites rien. Vous êtes à la maison. On se rend compte, mais telle personne n'est pas arrivée, elle n'est pas à son poste. Pourquoi? On appelle, on demande s'il y a le RH, on dit appelez pour voir pourquoi votre employé n'est pas arrivé. Ah, en fait, je ne me sens pas bien. Donc, c'est pourquoi je ne suis pas arrivée. Tout simplement. Tout simplement. Vous voyez. Donc, il faut en fait mettre cette différence, se dire que, oui, en fait, vous êtes des amis, mais lorsqu'il s'agit du travail, il y a des limites à ne pas franchir. Merci. Maintenant, au-delà de ça, il y a la question du fait de la vie privée. Il y a un bémol. Le bémol, c'est que quand je parlais de management, gérer les ressources humaines, c'est aussi ça. Il y a parfois des employés, la vie privée impacte négativement leur production sur le plan professionnel. C'est pourquoi je dis qu'il faut mettre un bémol. C'est-à-dire que ça impacte négativement c'est-à-dire la production de votre employé. Si vous êtes un manager qui observe, à un moment donné, vous allez vous dire, c'est là. Parfois même, votre employé est là, concentré, à faire quelque chose. Vous arrivez, vous dites, ça va? Elle sursaute. C'est-à-dire que, vous ne comprenez pas, mais attendez, celle-là ne connaît pas ma voix ou quoi? Ça veut dire que si par exemple, je vais prendre l'exemple des violences à la maison, les violences conjugales. Si elle est victime de violences conjugales, je vous jure, elle ne va rien faire au boulot. Elle sera là, mais elle n'est pas là. Si elle a un autre souci perso à la maison, elle sera là, mais elle n'est pas là. Donc, ça veut dire que dans la production, il y a un problème. Vous vous rendez compte que son résultat n'est plus positif, mais le résultat est négatif. Donc, à ce moment, en tant que manager, en tant que dirigeant, vous l'appelez. Voilà pourquoi je dis qu'il faut mettre le bémol. Vous l'appelez, vous lui dites, j'ai fait ce constat. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en lien avec les relations dans l'entreprise? Parce qu'il y a aussi les relations entre employés. Si ça ne va pas aussi, la personne vous dira non. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut qu'on trouve une solution parce que ça ne va pas. Ton rendement n'est plus autant. Et si un jour, vous dira, ça ne va pas à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas à la maison? Là, c'est là que le manager rentre en jeu. Elle vous dit, voilà ma situation. Vous essayez de trouver une solution ensemble. Et le manager n'a pas le droit de faire sortir ça. C'est aussi son rôle. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a pas de rendement, vous avez posé des questions, vous connaissez le problème, vous aidez votre employé. C'est comme une façon de gérer les ressources humaines, on va dire, dans l'entreprise. Vous aidez l'employé à s'en sortir. Vous dites, ok, d'accord. Voilà ce que je te propose. Si on le fait comme ça, essaie de voir si ça peut marcher. Elle va essayer. Après, tu l'appelles. Comment ça se passe? À la maison, est-ce que ça va mieux? Au-delà de ça, vous voyez aussi dans son rendement, est-ce qu'il y a un changement? Si vous vous rendez compte qu'il y a un changement, ça dit qu'il y a la solution. Mais ça ne vous donne pas le droit aussi. Peut-être à une réunion, on est en train de discuter. Et peut-être qu'elle va commettre des erreurs. Peut-être qu'ils n'ont rien à voir même
avec sa vie privée, avec ce dont elle vous avait parlé. Et vous lui lancez à la face. Non, mais toi, il faut laisser ton mari là. Non. Le manager, ce n'est pas ça. Si tu dois faire des reproches, tu lui fais des reproches. Et ça, c'est en rapport avec le travail qu'elle n'a pas fait correctement. Vous lui faites ces reproches-là. Mais je dis, vous observez, le manager doit observer ses employés et savoir si le rendement est toujours au top. Quand ça n'est pas au top, c'est qu'il y a un problème. Et quand vous discutez avec la personne, vous vous rendrez compte, peut-être, même le matériel de production a un problème. On doit produire 10 en 1 heure. Mais actuellement, le matériel nous produit 5 en 1 heure. Mais parce que vous êtes trop autoritaire, il n'a pas réussi à vous dire cela. Et donc, c'est quand vous vous rendez compte que le rendement n'est pas bon, vous vous posez la question, effectivement, la machine ne produit plus 10 en 1 heure, mais 5 en 1 heure. Et là, vous pouvez lui dire non, ça, il fallait faire remonter cela pour que la solution soit trouvée rapidement. Ça, c'est en rapport avec le travail. Mais l'employeur peut vous donner des raisons en rapport avec sa vie privée. Et si votre employé n'est pas en forme, c'est que vous-même, le travail ne sera pas en forme. C'est pourquoi je dis, le manager, c'est en fait un tout. C'est un tout, en fait. C'est sur lui, on jette tout, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Alors, Farida, tu le disais tantôt, souvent, ce sont les femmes qui ramènent leurs problèmes personnels, souvent au boulot, à discuter. Ah, hier, mon mari a fait ci, ou encore, ce sont les enfants. Est-ce à dire que les femmes sont moins compétentes dans le domaine professionnel que les hommes? Je ne dirais pas qu'elles sont moins compétentes, mais je vais plutôt dire qu'il y a certaines qui exagèrent. Au lieu de faire le travail, elles prennent le temps d'en discuter, de papoter entre elles. Mais aussi, ce n'est pas remarqué dans toutes les entreprises. Moi, j'ai fait le constat dans les médias. Oui. Parce qu'il y a parfois, il n'y a pas assez à faire, il n'y a pas tellement de travail, on n'a pas grand-chose à faire. On trouve un coin. Ça soit entre amis et puis on est là à échanger. C'est vrai qu'il n'y a pas de boulot, mais quand même vous êtes au service. Même si vous n'avez pas grand chose à faire, en tant que journaliste, on a normalement toujours quelque chose à faire, une recherche à faire, mais c'est pas ce qu'on constate dans certains médias. Et puis dans des entreprises où il faut fabriquer des produits, là tu n'as même pas le temps. Le temps est tellement insuffisant que tu n'as pas le temps d'échanger. Peut-être en rentrant, si vous avez le temps, pourquoi pas, vous pouvez échanger entre amis. Donc, le professionnalisme, ça n'a rien à voir avec ça quand même. Il faudra dire que de la même façon qu'il existe des patrons toxiques, il existe également des employés toxiques. C'est dans les deux sens. Voilà, c'est dans les deux sens. Je pense qu'aujourd'hui, le choix est clair. Il faudra jouer les deux rôles à la fois. Oui, bon, les deux rôles, avoir de l'autorité en tant que premier responsable ou dirigeant et être de la même manière doux en tant que premier dirigeant parce que on dit souvent quand il y a le bâton, il y a la carotte juste à côté. Donc, quand vous donnez le bâton, vous utilisez le bâton, vous donnez la carotte juste après. C'est aussi ça. Et maintenant, si vous voulez être un bon leader, je pense qu'aujourd'hui, il y a des livres, il y a des recherches qui vous permettent de mieux porter ça c'est outil internet aujourd'hui on peut surfer avoir tout on peut avoir tout, vous devez lire pour essayer d'adopter ou bien d'exécuter ce qu'on vous donne comme conseil pour pouvoir amener votre entreprise à grandir. Maintenant, en tant qu'employé également, il faut aider l'employeur à réussir aussi à ce poste-là. Souvent, ce qu'on voit, c'est que quand c'est un poste nominatif, quand c'est un dirigeant qui est nommé, on se dit, on fait tout pour pouvoir lui mettre les bâtons dans les roues et puis après il part, on prend sa place. Mais il faut se dire que quand vous faites ça, quand vous allez arriver, on va vous faire ça aussi. C'est une roue en fait. Oui, et le karma existe. Oui, donc il faut surtout quand vous arrivez dans une entreprise, même si votre patron est doux, ce n'est pas parce qu'il est doux qu'il est laxiste par rapport au travail que vous faites. Et ce n'est pas aussi parce que vous êtes doux qu'on va penser qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Aux heures de travail, on peut rester, on peut discuter. Vous passez, on fait comme si on ne vous a pas vu. Et que non, c'est pas possible. Ça, c'est les heures de travail, ce sont des heures de travail, quoi. On respecte ça. Maintenant, le patron, à un moment donné, doit être ferme sur certaines décisions. Quand vous décidez, et si vous savez, parce qu'avant même de prendre la décision, il faut juger le pour et le contre. Il faut avoir toutes les situations avant de prendre la décision. Et il faut être ferme là-dessus. Même si vous avez une relation intime avec un employé,
la fermeté d'aller vers cette personne. C'est ça qui donne l'exemple aux autres. Parce que les autres se diront, mais le patron est en relation avec telle personne, mais il n'est pas tendre avec elle. Donc, ça veut dire que s'il n'est pas tendre avec sa personne intime, nous, là, ça serait comment avec nous? Donc, ça veut dire qu'il faut travailler. Il faut travailler. Après le travail, on peut être ensemble, on peut sortir. Il y a des temps de détente qui sont proposés même aux entreprises aujourd'hui avec entre employeurs et employés pour pouvoir sortir du cadre professionnel. Du quotidien qui stresse parfois un peu. Voilà, on peut sortir, on peut faire ce qu'on a à faire, on revient. Mais quand on revient, on travaille, que chacun joue son rôle pour l'avancée de l'entreprise. Donc, nous, aujourd'hui, comme manager Lexis, il part du principe que les salariés réalisent a priori un bon travail et qu'ils ont besoin d'avoir un temps agréable au boulot. Mais il faut noter que ce type de management n'est pas adapté à la réalité et mène souvent vers un manque de contrôle et donc une insatisfaction. Mais également, le management autoritaire n'apporte pas souvent de résultats. Ça empêche toute discussion. On ne peut pas s'approcher du manager. Ça coupe la communication et ça devient contre-productif. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Soyez vous-même résilient, à savoir que quand arrivent des situations, il faut juste adopter un choix. Ça peut ne pas être autoritaire, ça peut ne pas être laxiste, parfois le juste milieu, ou encore parfois être autoritaire, ou encore parfois être vraiment laxiste. C'est comme à la maison avec vos enfants. Le respect, ça a besoin parfois d'une éducation autoritaire, mais n'hésitez pas aussi à respecter les droits de vos employés. On va en rester là pour aujourd'hui. J'aimerais, mesdames, qu'on évoque un thème rapidement avant de se séparer. Il s'agit des nudes qui sont partagés un tout petit peu trop à ce jour sur les réseaux sociaux. On sait un tout petit peu ce que c'est que les nudes. Donc, vous voyez, les nudes aujourd'hui est une pratique répandue, surtout chez nos adolescents. Les jeunes adultes aussi. Pourtant, cette dernière n'est pas toujours sans risque. Alors, les risques aujourd'hui, on les connaît. On a plein de détracteurs. La dernière fois, on a encore appris le suicide d'une jeune fille, comme quoi elle avait peur que ces nudes, fuitent. Voilà, parce que l'auteur donc de la persécution lui a dit, si tu refuses à nouveau de coucher avec moi, ça veut dire que tes vidéos seront dehors. Un conseil à l'endroit de ces jeunes filles ce matin, Farida? Je vais dire à ces jeunes filles qui s'exposent sur les réseaux sociaux de faire vraiment attention à elles. C'est vrai que lorsqu'on le dit, elles ne prennent pas ça au sérieux, elles disent que c'est leur vie, elles en font ce qu'elles veulent, mais en réalité, ça nous rattrape toujours. Parce que vous supprimez même les informations sur vos pages, sachez qu'on les retrouvera toujours. Il y a une partie il y a quelque part où elles sont cachées. Parfois, on se dit en confiance avec la personne tellement que lorsqu'on l'envoie, on ne sait pas. Mais est-ce qu'à ce jour, est-ce qu'il y a une personne de confiance? Même votre mari, même votre femme n'est pas de confiance. Non. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer? Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont à l'extérieur, qui veulent voir. Je vais t'envoyer ma nudité. Pourquoi? Est-ce que ça va vraiment combler le vide? Le vide qu'il y a entre nous. Si tu veux me voir physiquement, il faut venir, quoi. Je n'ai pas besoin de faire, parfois, ce sont des appels vidéo où les gens... On fait l'amour à distance, comme on le dit. C'est ce qu'on m'a dit une fois. Je ne sais pas comment ils font exactement. Oui, on va savoir que c'est quelqu'un qui a créé l'application qu'ils utilisent et que les données sont... Tu viens de lâcher le mot, en fait. Les données... C'est quelqu'un qui s'est levé un bon matin, qui a réfléchi. Donc, ça veut dire que la personne a toute puissance. Il a toutes les informations que vous lui donnez. Donc, tout ce que vous faites, sachez que le gars enregistre, quoi. Tout ce que vous faites. Et qu'au bon moment, lorsque vous serez... face à une situation donnée, on va vous sortir ces informations. On vous dira que c'est pas possible, quoi, que vous puissiez occuper peut-être un poste ou bien que vous êtes peut-être responsable, mais on ne sait jamais, peut-être présidente d'un pays, d'une organisation. Et on vous ressort ces vidéos-là. À ce moment, ce serait le chaos, quoi. Donc, on fasse vraiment, vraiment attention à tout ça. Il y en a qui préfèrent même ne pas mettre les images sur les réseaux sociaux. Tout juste pour éviter tout ça. C'est grave, Edwige. Quels peuvent être les risques liés aux images dénudées? Moi, parfois quand je vois ce genre d'images, je suis désolée,
ça choque. Je me pose certaines questions. À quel moment la personne qui a pris, parce qu'il y a deux situations. Il y a ces personnes qui autorisent, qui sait quand on est en train de prendre les photos, c'est son intimité et tout ça. Il y a ces personnes qui ne savent pas. Il y a celles qui ne savent pas. Maintenant, il y a celles qui envoient, c'est-à-dire que c'est elle-même qui a envoyé. Voilà. Donc, ça fait 3 cas. Mais toi qui envoies, vous êtes en relation et on te dit, ben, je peux te voir. Mais souvent, ce sont les filles qui sont autant naïves. Hein. La personne qui te demande de lui envoyer les nudes, est-ce qu'elle t'a envoyé ces nudes aussi? Vous savez ce qui se passe avec les hommes? Non, vous avez constaté? Les hommes envoient. Mais ils n'envoient que le sou. Ah oui. Tu as constaté ça? Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le visage. Comment tu vas faire comment pour savoir? Tu peux publier pour dire que c'est lui. Rien à voir. Lui là, c'est où? Au cas où c'est une vidéo jusqu'on voit son visage. Et là, il est en difficulté. Le monsieur va t'envoyer. Mais quand il va envoyer, là, il n'envoie que le bas. Tu vas trouver où tu vas. Alors que les jeunes filles se filment carrément. Moi, je dis même l'homme qui envoie le bas. Ça, c'est un problème aussi. Mais toi, la jeune fille, on te dit, envoie-moi une vidéo ou une photo de toi. Tu prends, toi-même, tu es contente. Et tu prends une photo parce que tu es amoureuse et tu envoies. Il faut qu'on se dise qu'il y a séparation dans une relation là. Et maintenant, il faut que, c'est ça serait la sensibilisation. Dans une relation, il y a ce qu'on appelle séparation. Dans un mariage, il y a ce qu'on appelle divorce. Et quand ces deux cas arrivent, il y a un qui est blessé. Quelle que soit la situation, il y a un là qui est blessé. Séparation d'une relation là, c'est qu'il y a un qui est blessé. Divorce, il y a un qui est blessé. C'est ton mari, vous avez eu des enfants. Mais tu as décidé de finir avec le mariage. Il dit, d'accord. Si moi je n'ai plus, personne n'aura, malgré les enfants. Voilà. Il va envoyer, il va bombarder la toile avec vos photos. Mais on va l'insulter. Mais c'est toi, ton image qui est sur la réseau social. Et ça te suit à vie. Oui, mais c'est quel genre d'homme qui publie son ex comme ça? Parce qu'au moins vous avez des enfants. Même si vous n'avez pas des enfants, vous étiez en mariage et tout ça. Pourquoi vous allez envoyer lui, il a déjà envoyé. Sous l'effet de la colère, là, le clic est rapide. C'est parti. Il a envoyé. Maintenant, imagine, c'est un mariage que c'est comme ça. Maintenant, c'est simple relation. Ah oui. Qu'est-ce que tu parles même de relation? À 17, 18 ans, est-ce qu'on appelle ça relation? Je sais même plus ce que je vais dire. Maintenant, tu envoies, on te demande, tu prends la photo, tu es contente, tu envoies. Maintenant, après, il faut savoir que si tu as envoyé, c'est qu'il y a ça dans le téléphone de quelqu'un. Demain, ça peut ressortir. Deuxième situation, c'est que vous avez des rapports intimes. Votre téléphone cherche quoi quand vous avez rapport intime? Souvenirs. Quel souvenir? Les téléphones cherchent quoi là-bas? Là-bas, là, à l'instant T, là. On se permet de se filmer. L'ordinateur cherche quoi? Là-bas. La caméra cherche quoi? À l'instant, là, vous avez besoin de ça. Sortez-moi tout ça. Et faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez vous remémorer ce qui s'est passé là, quand vous asseyez, vous seul là, souriez. C'est quelqu'un qui dit sourissez à votre situation. Mais c'est fini. Vous avez besoin de regarder ce que vous avez eu à faire avant. Maintenant, la troisième situation, c'est ceux qui filment les gens sans le savoir. C'est ça, c'est être malade. C'est-à-dire comment vous pouvez être en relation avec une personne, ou bien vous savez très bien que, c'est-à-dire son avenir est bafoué comme ça. Vous mettez une caméra ou un téléphone quelque part, la personne arrive, vous finissez, et puis vous commencez pas à chanter là. C'est quoi ça? Les risques sont nombreux, malheureusement, mais ça se poursuit. Selon un sondage, les 18 ans et plus partagent plus de nudes que les 25 ans et plus. Mais il faut noter aussi qu'à partir de 35 ans, le jeu est parfois inversé. Les gens qui n'ont pas pu découvrir la sexualité un peu plus tôt le font également. 35 ans aussi. En 35 ans et plus. Donc, ça veut dire que le risque n'est pas à négliger à aucune étape. La possession de nudes, de vos nudes par une autre personne, franchement, ce n'est qu'un risque. Il n'y a aucun avantage à cela. Que vous soyez amoureux n'importe comment, gardez votre nudité pour vous, gardez votre intimité aussi, pour vous. Et il faut savoir aussi que la loi du 7 octobre 2016 indique
que la peine encourue par les personnes qui ont diffusé des clichés intimes d'un tiers sans son consentement vont jusqu'à je vous préserve des amendes. Donc, vous avez le droit de porter plainte, mais avant d'arriver à ce niveau, s'il vous plaît, gardez votre nudité pour celui-là qui sera votre compagnon à deux dans votre chère jeune fille. Le conseil est passé. C'est fini pour aujourd'hui. Edwige, merci. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Rida, merci d'être restée en notre compagnie. Prochain rendez-vous de la balade matinale, mercredi à partir de 8h. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec nous. Très belle semaine à tous et à chacun. Bye bye.